reconnue comme une voix unique. En 2000, Isabelle atteint son apogée avec l'album Parle-moi, son album le plus vendu en France. Avec des chansons comme Parle-moi et Un jour ou l'autre, Isabelle captive le public avec sa voix à la fois douce et puissante, comme un vent qui souffle sur le cœur. Cet album lui vaut non seulement le Félix de l'interprète féminine de l'année, mais la place également parmi les grandes voix du Québec, à égalité avec Céline Dion et Lara Fabian. Les années suivantes, Isabelle poursuit son succès avec des albums comme Mieux qu'ici-bas et De retour à la source, ainsi qu'en tournée au Canada et en Europe. Elle se produit dans des salles prestigieuses comme l'Olympia de Paris et les Francopholies de Montréal, où le public se lève et applaudit. Mais la carrière d'Isabelle ne se résume pas aux projecteurs. En 2004, au sommet de son succès, elle subit un revers majeur lorsque son album Tout un jour ne se vend pas aussi bien qu'elle l'espérait. Isabelle, qui avait mis tout son cœur dans cet album, se sentit comme si son cœur était serré. Elle pleurait en studio, se demandant si elle était sur la mauvaise voie, si son public l'aimerait encore. La pression de l'industrie musicale, avec ses attentes constantes en matière de ventes et d'innovation, l'épuisa à maintes reprises. Il y eut des jours où elle se tenait devant le miroir, le regard perdu dans ses yeux, se demandant si elle pourrait continuer à chanter, alors que son cœur était rempli de doutes. Un autre défi survint en 2019, lorsqu'Isabelle participa au projet d'enregistrement Tu trouveras la paix avec d'autres chanteurs québécois pour soutenir René Claude, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ce projet, malgré sa portée humanitaire, évoqua une douleur personnelle chez Isabelle, qui se souvint de sa grand-mère, qui avait perdu la mémoire dans ces dernières années. Il y a eu des moments en studio où Isabelle a dû s'arrêter pour essuyer ses larmes, l'émotion étant trop forte. Mais ce sont ces épreuves qui ont fait d'Isabelle Boulay une femme forte, une femme qui utilise sa voix pour surmonter toutes les souffrances, pour raconter non seulement les siennes, mais celles de millions d'autres. Isabelle Boulay et Éric Dupond-Moretti se sont rencontrés à l'été 2016, lors d'un dîner intime organisé par des amis communs. À cette époque, Isabelle, chanteuse célèbre à la voix soul, et Éric, avocat pénaliste réputé surnommé Acquitator, en raison de son nombre impressionnant de succès, semblaient en provenir de deux mondes différents. Mais c'est cette différence qui les a rapprochés, comme deux mélodies fusionnant en une seule chanson. Isabelle a un jour confié avoir été attirée par l'intelligence vive et la franchise d'Éric, tandis qu'Éric était enchanté par la douceur et la profondeur émotionnelle de la voix d'Isabelle. Leur relation s'est rapidement approfondie et, en 1901, qu'éduquer n'était pas aisé, et il a grandi dans un quartier populaire de Paris. Il a confié se sentir souvent différent de ses pairs, non seulement en raison de ses origines juives, mais aussi de sa sensibilité et de son introspection. Après le divorce de ses parents en 1963, Jean-Jacques, alors âgé de 12 ans, se sent abandonné. Pour échapper à ses difficultés, il se tourne vers la musique. Il apprend la guitare et le piano et commence à écrire ses premières chansons. Ces années forgent en lui une volonté d'acier, mais laissent aussi des cicatrices psychologiques qu'il portera toute sa vie. La carrière de Jean-Jacques Goldman est une symphonie de talent, de passion et de persévérance. Il débute son parcours musical dans les années 1970, en rejoignant le groupe Tai Fong, un groupe de rock progressif, dont le style mêle musique occidentale et mélodies orientales. Le premier album du groupe, Tai Fong, 1975, avec la chanson Sister Jane, attire l'attention de Jean-Jacques. Cependant, il réalise rapidement qu'il souhaite suivre sa propre voie, s'exprimer librement à travers ses propres chansons. En 1981, il sort son premier album solo, Démodé, avec des chansons comme Il suffira d'un signe. Cet album, sans succès immédiat, pose les bases de son style musical caractéristique. Des mélodies simples mais profondes, des paroles sincères et pleines de sens. Le véritable succès arrive en 1982 avec l'album Minoritaire, avec la chanson Quand la musique est bonne. Cette chanson devient non seulement un phénomène en France, mais impose également Jean-Jacques comme une figure emblématique du pop-rock français. Tout au long des années 1980 et 1990, il continue de sortir des albums à succès tels que Non homologué, 1985. Entre gris clair et gris foncé,
1987 et Duos, 1997. Des chansons comme Je te donne, Là-bas et Puisque tu pars dominent non seulement les hit-parades, mais deviennent également des classiques, adorés par des générations. Jean-Jacques écrit non seulement pour lui-même, mais aussi pour des artistes célèbres comme Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, Johnny Hallyday et Patricia Kaas. Sa carrière culmine avec des concerts au Zénith de Paris et au Palais des Sports, où des milliers de personnes chantent à ses côtés. Mais le chemin vers le succès de Jean-Jacques ne se fait pas sans heurts et moments qui le font pleurer. À ses débuts, il est ridiculisé par la critique pour son style trop simple et son manque d'éclat. Son premier album, Démodé, est jugé démodé, comme son titre l'indique, et Jean-Jacques essuie des critiques le jugeant inférieur à celui des autres artistes. Les longues nuits passées en studio à se débattre avec les mélodies et les paroles étaient ses moments les plus solitaires. Il a confié avoir parfois eu envie d'abandonner, mais son amour de la musique et son désir de se connecter avec son public le soutenaient. Un jour, alors qu'il composait « Comme toi », il fondit en larmes en repensant à l'histoire d'une jeune fille juive pendant la Seconde Guerre mondiale, en partie inspirée par son histoire familiale. « Je n'écris pas que de la musique, dit-il, j'écris pour guérir mes propres blessures. » La pression de la célébrité lui causa également d'autres revers. Jean-Jacques, réservé, se sentait souvent étouffé par l'attention médiatique. Il déclina de nombreuses invitations à participer à de grandes émissions de télévision, ne voulant pas être transformé en produit commercial. Cette décision, tout en lui permettant de préserver son authenticité, lui valut d'être rejeté par certains producteurs. Malgré cela, Jean-Jacques resta fidèle à sa voix, et sa persévérance fut récompensée par l'amour du public, qui le considérait comme un ami, un conteur des joies et des peines de la vie. Jean-Jacques Goldman s'est marié 2 fois, 2 mariages qui ont eu un impact profond sur sa vie et sa musique. Il a d'abord épousé Catherine Morlet, psychologue, en 1975. Ils ont eu 3 enfants, Caroline, Michael et Nina. Bien que discret sur sa vie privée, Jean-Jacques a déclaré que Catherine avait été d'un grand soutien durant les premières années de sa carrière, alors qu'il peinait à se faire un nom. Cependant, leur mariage a pris fin en 1997, après plus de 2 décennies de mariage. Jean-Jacques a rarement évoqué les raisons de leur séparation, mais il a laissé entendre que les pressions liées à leur carrière et leur différence de mode de vie les avaient éloignés. « Nous avons essayé », a-t-il déclaré dans une rare interview, mais parfois, l'amour ne suffit pas à unir 2 personnes. En 2001, Jean-Jacques s'est remarié avec Nathalie Thu Vuong Lagier, une jeune fan d'origine vietnamienne rencontrée lors d'un concert. Ils ont eu 3 enfants, Maya, Kimi et Rose. Ce mariage a apporté à Jean-Jacques une nouvelle énergie, et il parlait souvent de Nathalie comme de « l'air qui fait vibrer mon cœur ». Mais cette joie n'a pas été sans difficulté. Dans une interview émouvante en 2023, Jean-Jacques a révélé que Nathalie avait reçu un diagnostic de cancer du sein en 2021. La nouvelle a été un véritable coup dur pour lui. La voix tremblante et les larmes aux yeux, il a confié « Quand le médecin nous l'a annoncé, j'ai eu l'impression que mon monde s'était écroulé. Nathalie était ma lumière, et l'idée de la perdre était insupportable. » Le second mariage de Jean-Jacques avec Nathalie Thu Vuong Lagier est une histoire d'amour, de compréhension et de moments difficiles qu'ils ont dû surmonter ensemble. Nathalie, femme intelligente et dynamique, a apporté une bouffée d'air frais à Jean-Jacques après les années difficiles de son premier mariage. Il l'a un jour décrite comme une brise d'été qui l'aidait à trouver la joie dans les choses simples. Mais leur mariage n'a pas toujours été parfait. Jean-Jacques, avec sa personnalité introvertie et son emploi du temps chargé, laissait parfois Nathalie seule. « Il y avait des jours où j'étais en studio jusqu'à minuit, a-t-il admis, et je sais que cela la rendait triste. » L'un des points noirs de leur mariage était la différence d'âge et d'origine. Jean-Jacques a près de 20 ans de plus que Nathalie, et cette différence entraîne parfois des divergences dans leur vision de la vie. Nathalie, avec ses origines vietnamiennes et la sensibilité d'une jeune personne, souhaite souvent que Jean-Jacques soit plus ouvert sur le monde extérieur, tandis que lui préfère la discrétion. Elle lui a dit un jour
Tu ne peux pas te cacher éternellement dans la musique. Je veux qu'on vive. Vraiment. » Ces mots, tout en faisant réfléchir Jean-Jacques, l'ont aussi motivé à changer, à passer plus de temps avec sa famille et à apprendre à concilier vie professionnelle et vie privée. Le diagnostic de cancer de Nathalie a été le plus grand défi de leur relation. Jean-Jacques a confié que dans les moments les plus difficiles, ils ont dû faire face à des disputes, non pas par manque d'amour, mais par peur de se perdre. « On se criait dessus, on se serrait dans les bras et on pleurait », a-t-il raconté. Mais ce sont ces moments qui les ont aidés à mieux se comprendre. Nathalie, malgré sa maladie, a toujours encouragé Jean-Jacques à continuer de composer, affirmant que sa musique était leur moyen de surmonter toutes les épreuves. Leur mariage, même s'il n'était pas parfait, témoignait du pouvoir de l'amour et de la camaraderie, où ils ont appris à se guérir mutuellement. Jean-Jacques Goldman, bien qu'ayant toujours mené une vie privée et évité de s'afficher publiquement, a amassé une fortune considérable au cours d'une carrière musicale de plus de 4 décennies. On estime sa fortune en 2025 entre 30 et 40 millions d'euros, principalement issus des ventes d'albums, de concerts et des droits d'auteur sur les chansons qu'il a écrites pour d'autres artistes. Dans les années 1980 et 1990, des albums comme Non homologué et Entre gris clair et gris foncé se sont vendus à des millions d'exemplaires, lui assurant un revenu régulier. De plus, ses écrits pour des artistes comme Céline Dion, dont la chanson Pour que tu m'aimes encore, lui a rapporté d'importants droits d'auteur, d'autant plus que la chanson est devenue l'une des plus emblématiques des années 1990. Jean-Jacques possédait également plusieurs propriétés, dont une maison en banlieue parisienne où il vivait avec sa famille et une maison de vacances dans le sud de la France. Il n'était pas connu pour son extravagance, et ses proches affirmaient qu'il investissait une grande partie de sa fortune dans des fondations caritatives et des projets éducatifs. Jean-Jacques est l'un des fondateurs des Enfoirés, une association qui organise des concerts annuels au profit des Restos du Cœur, une association venant en aide aux plus démunis en France. Il a consacré de nombreuses années à cette organisation, non seulement grâce à son talent, mais aussi grâce à ses contributions financières personnelles. Malgré sa fortune, Jean-Jacques a toujours mené une vie simple. Il a dit un jour « L'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut m'aider à prendre soin des gens que j'aime. » Il ne possède ni yacht ni villa de luxe, mais se consacre à l'avenir de ses 6 enfants. Michael, Caroline, Nina, Kimi, Maya et Rose. Il investit également dans des projets musicaux indépendants, soutenant de jeunes artistes afin de redonner à l'industrie qui lui a donné sa chance. La famille de Jean-Jacques Goldman, en particulier ses enfants et son épouse, a toujours été son plus grand soutien dans les moments difficiles. Caroline Goldman, sa fille aînée et psychologue pour enfants renommée, a un jour confié que son père était un homme qui portait la tristesse au cœur, mais essayait toujours de la cacher avec un sourire. Elle a confié que la mort de Pierre, le frère de Jean-Jacques, était une douleur dont il parlait rarement, mais qu'elle ressentait à travers ses chansons. Chaque fois que j'écoutais, comme toi, j'avais l'impression qu'il racontait l'histoire de notre famille, de ce qu'il avait perdu, a déclaré Caroline. Elle a également ajouté que Jean-Jacques se rendait souvent sur la tombe de Pierre, bien qu'il n'en ait jamais parlé publiquement. Michael Goldman, fils aîné de Jean-Jacques et directeur de l'école de musique Star Academy, a déclaré que son père était un père dévoué, mais aussi un homme accablé. « Mon père n'a jamais voulu qu'on le voie faible », a déclaré Michael, mais il y avait des moments où je le voyais assis seul, le regard perdu, et je savais qu'il pensait à ce qu'il avait perdu, son frère, sa jeunesse, les rêves qu'il n'avait jamais pu réaliser. Michael a également raconté que pendant la maladie de Nathalie, Jean-Jacques avait beaucoup changé, devenant plus discret, mais aussi plus ouvert avec sa famille, comme s'il craignait de perdre le moindre moment avec ses proches. Nathalie, l'épouse de Jean-Jacques, était celle qui comprenait le mieux la tristesse qu'il cachait. Elle a dit un jour que Jean-Jacques était un homme qui vivait dans la musique, mais en était aussi prisonnier. Elle décrit les nuits qu'il passait à écrire des chansons, non pas à cause de la pression du travail, mais parce qu'il avait besoin de musique pour gérer des émotions qu'il ne pouvait exprimer. Quand Pierre est mort, il n'a pleuré devant personne, mais je sais qu'il a pleuré à travers ses chansons, a confié Nathalie. Elle a également ajouté
que Jean-Jacques se sentait souvent coupable de ne pas pouvoir passer plus de temps avec ses enfants lorsqu'ils étaient jeunes et que c'était l'une de ses plus grandes tristesses. Bien que toujours en vie à 73 ans, Jean-Jacques Goldman a choisi de se retirer des projecteurs au début des années 2000, une décision que de nombreux fans ont regrettée. Il a cessé de sortir de nouveaux albums et de donner de grands concerts, se concentrant plutôt sur sa famille et ses œuvres caritatives. La triste fin de Jean-Jacques n'est pas un départ physique, mais un départ discret de la scène où il était autrefois une icône. « Je ne veux pas être un artiste qui vit dans le passé », a-t-il déclaré un jour. « Je veux laisser la place aux nouvelles générations. » Mais derrière cette décision se cache une tristesse sourde, la peur d'être oublié et le sentiment que ses chansons pourraient ne plus être pertinentes pour le monde moderne. Jean-Jacques cache également d'autres tristesses, notamment un sentiment d'impuissance face aux événements de la vie. Le diagnostic de cancer de Nathalie a été l'un des moments les plus difficiles, le forçant à affronter la peur de perdre l'être qu'il aimait le plus. Il porte également en lui la douleur d'un père, voyant ses enfants grandir dans un monde rempli de pression et d'attentes. « J'ai toujours voulu les protéger », a-t-il dit, « mais je savais que je ne pouvais pas. » Ces chagrins, dissimulés derrière des sourires et des mélodies optimistes, sont indissociables de Jean-Jacques Goldman. La vie de Jean-Jacques Goldman est une histoire de talent, de persévérance et de blessures non cicatrisées. Il a utilisé la musique pour se soigner, mais aussi pour soigner des millions de personnes à travers le monde. Bien qu'il ne soit plus sous les projecteurs, son héritage perdure dans ses chansons intemporelles et dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Abonnez-vous et activez la cloche de notification sur notre chaîne pour continuer à découvrir des histoires inspirantes comme celle-ci et pour réfléchir ensemble à la vie d'un homme qui a vécu, aimé et chanté de tout son cœur.